C'est long aussi. Alors, je vais me tourner déjà vers nos parrains pour un petit peu voir avec vous ce que vous avez pensé de ces échanges et qu'est-ce qui vous a marqué. Monsieur Chassignet, Monsieur Huyghe. Allez, Monsieur Chassignet. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces échanges? Qu'est-ce que vous retenez? Alors l'exercice n'est pas simple, d'autant plus quand on a pris la parole, et pour ne pas redire ce qu'on a... Ce qu'on a déjà dit plusieurs fois quand même. Peut-être un point qui est revenu quasiment sur toutes les tables rondes, c'est la question du logement, d'un manque assez cruel de logements accessibles, adaptés, alors tant par son type de construction, mais surtout son coût, la plupart du temps. Voilà, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait du potentiel, il y avait envie il y avait des besoins, mais on n'arrivait pas aujourd'hui à trouver le logement qui correspondait, parce que les gens n'ont pas les moyens d'y accéder. On l'évoquait encore avec la collègue du CCAS tout à l'heure, qui disait à Besançon, pour des petits logements, parce que c'est celui qui pourrait intéresser des personnes isolées, le logement de petite taille, dans le parc social, il existe peu ou pas, et dans le parc privé, et comme Besançon est une ville très étudiante, les logements, ils sont d'abord à disposition des étudiants. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce qui est hyper intéressant, c'est que globalement, on voit il y a plein d'offres nouvelles, plein de pistes qui se réfléchissent pour accueillir les personnes isolées, les personnes handicapées, les personnes en perte d'autonomie. Donc ça, il y a une vraie richesse. Et au niveau de la Fondation Abbé Pierre, on soutient, on est attentif, on observe, on tente d'inviter les acteurs associatifs à aller de l'avant, à apporter des réponses nouvelles aux nouvelles formes de mal logement. Et on a bien vu autour de ces échanges divers que ça réfléchissait, ça produisait des réponses sans doute plus adaptées. Donc ça, c'est hyper intéressant, et qu'il y avait des choses qui étaient très, très proches entre l'accueil, l'accompagnement de personnes en situation de grande fragilité, grande exclusion, des gens qui perdent en autonomie, des gens qui vieillissent, et puis des gens qui rencontrent des situations de handicap. Donc on a vraiment des points assez similaires qui ont été abordés. Et puis peut-être le petit regret quand même par rapport au sujet du logement d'abord, j'ai trouvé que restait encore de manière très prégnante la question de ce fameux parcours en escalier. Et on sent qu'il y a encore beaucoup à travailler, beaucoup à faire changer les mentalités. De la pédagogie pour cette fille? Je ne sais pas si c'est de la pédagogie, c'est en tout cas d'oser expérimenter d'autres approches que celles qu'on connaît. On parlait aussi à un moment c'est vrai que alors je pense qu'il y en a pas mal, et je les salue, des travailleurs sociaux qui ont été formés de telle manière qu'on était dans un parcours ascensionnel avec le Graal du logement au bout. Et je pense qu'il y a d'autres manières d'agir, il y a d'autres manières de penser l'accès au logement est plus rapide. Et je pense qu'il y a encore un travail à faire de partage d'expériences, d'illustration de parce que pour nous à la Fondation, ça nous paraît possible, on le teste, on l'observe, on accompagne des acteurs qui le mettent en œuvre, et il y a du possible. Et je pense qu'il y a encore à avancer, mais on a le temps, on ne se transforme pas en 5 minutes. Merci à vous, Monsieur Chassignet. Monsieur Huyghe, vous voulez compléter les propos de votre collègue? Vous n'êtes pas obligé. Hein, je ne compléterai pas. J'ajouterai en tout cas, je pense qu'il est important de se dire que les moyens justifient la fin qu'on se donne, et qu'aujourd'hui, en tout cas, la question que je trouve qu'il se posait, c'est quels moyens on donne au travail social. On n'a pas tant parlé des travailleurs sociaux, notamment, et de leur salaire même déjà, de leur salaire, des moyens qu'on donne en termes d'action. Si on considère en tout cas que la fin est réellement une fin qu'il faut pour les personnes les plus précaires, alors il faut que celles et ceux qui œuvrent soient reconnus pour ça. Ça, c'est la première chose.
Et la deuxième, si les moyens, encore une fois, justifient les fins, je pense qu'il va falloir aussi beaucoup travailler avec les personnes. J'entendais le terme usager, je suis personnel, je trouve que le terme usager est peut-être parfois très renvoie en tout cas juste à l'usage, alors que les personnes vivent et sont pas simplement usagères ou sont pas simplement, parfois aussi on entend presque victimes finalement de leur précarité. Du coup, c'est comment on donne les moyens aux personnes d'être réellement et comment on travaille vraiment sur les outils qu'elles ont. Du coup, il y a et les personnes, je pense qu'il est intéressant, et le travail social et les travailleurs sociaux et travailleuses sociaux aussi, auxquels il faudrait qu'on attache un peu plus d'importance qu'aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, pas nécessairement dans ce cadre-là. On l'a dit, effectivement, on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui, mais ça peut être effectivement un focus à faire sur effectivement les indispensables travailleurs et travailleuses sociaux et sociales. Madame Vanlin, en tant que vice-présidente du CCAS, entre autres, comment résumeriez-vous l'action du CCAS sur la question du logement, justement ? J'ai trouvé, moi je ne suis pas une spécialiste comme mes deux éminents collègues sur le plateau, j'ai trouvé que les échanges étaient très riches, très formateurs. Et je me rends compte, alors j'entends ce que vous indiquez, ce parcours ascensionnel de la rue au logement. C'est vrai que nous, on a l'habitude de travailler comme ça, de passer par l'hébergement d'urgence, d'aller recueillir. Bon, j'entends, c'est quelque chose qui, justement, c'est un forum de l'innovation sociale, donc c'est un échange de pratiques, une émulation, et c'est vrai qu'il faut se réinterroger et travailler à ces questions. Moi, j'ai trouvé qu'il y a un gros travail qui est fait à tous les niveaux, on a pu voir toutes ces tables rondes avec des réponses qui sont apportées en termes de précarité énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai entendu qu'il ne faut pas uniquement une réponse technique, et vous avez raison. Tout ce qui est l'accompagnement vers le logement, sortir les personnes qui sont en grande précarité, le logement adaptable pour les personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes âgées, aller répondre, ne pas laisser les personnes isolées dans leur logement. Donc j'ai trouvé que c'était un échange très riche, et je pourrais dire que même l'après-midi ne suffit pas vraiment. On le savait dès le départ. On le savait. Monsieur Soukaros, peut-être un mot sur l'action du CCAS, justement, sur cette question du logement. Comment vous résumeriez les choses ? Alors, je dirais que l'action du CCAS, c'est d'aller plus loin que l'innovation. On a démontré aujourd'hui que l'innovation ne doit pas être une fin en soi. Donc, je dirais le rôle du CCAS, c'est d'agir. On l'a vu au travers de différents exemples, sur toutes les facettes que nous trouvons autour du logement, que ce soit pour ceux qui sont à la rue, avec cette idée de logement d'abord, pour ceux qui sont accompagnés en résidence, que ce soit des publics âgés ou non. Donc je dirais que l'action du CCAS, elle est multiple, mais je crois que c'est la meilleure démonstration qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui le CCAS seul ne peut rien faire. Et donc c'est faire avec. Je dirais, si on doit résumer l'action du CCAS, avec le tissu associatif, avec les structures, les opérateurs qui étaient présents et présentes aujourd'hui. Et voilà, si on doit, ça sera difficile de récapituler. Et encore une fois, je pense qu'en allant faire, vous avez pu faire le tour un petit peu des stands et passer par celui de CCAS. Voilà, c'était la meilleure réponse, mais difficile de résumer toute l'action du CCAS. Et puis il y a la vidéo. Exactement, pour revoir tout ça. Monsieur Kremer, comment, vous avez un micro, je vous en prie, comment vous concluriez ces échanges sur les dispositifs d'accueil des sans-abri et l'accompagnement des migrants, notamment à Besançon ? Alors, je vais sûrement passer pour le vilain petit canard, mais je rappellerai quand même deux choses. C'est que M. Emmanuel Macron, quand il est arrivé à la présidence de la République, a dit « cet hiver, il n'y aura plus personne à la rue ». Or, quand on lit le rapport de la Fondation Abbé Pierre, on en est toujours à 300 000 personnes à la rue. Il y a un vrai souci. Il y a aussi autre chose. La ministre, Madame Wargon, la ministre du Logement, a dit au mois de juillet 2021, l'hébergement d'urgence est inconditionnel en France. Je dis bien, est inconditionnel. Eh bien, il n'est pas toujours inconditionnel, l'hébergement d'urgence. On a un vrai souci aussi avec les migrants. Les migrants, ça va bien quand ils sont statutaires, quand ils sont bénéficiaires d'une protection internationale, comme ça va se faire pour les Ukrainiens. Mais
il y a tous ceux qui ne sont pas statutaires, qui sont un peu hors la loi, qui sont hors la loi d'autant plus qu'il y en a qui sont en France depuis 7 ou 8 ans, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Alors c'est assez compliqué. Et là, il n'y a pas d'hébergement d'urgence, c'est la débrouille. Alors je le dis, je suis très content aujourd'hui d'être là, de l'ensemble de ces associations, parce que sans les associations, on n'avancera pas. Je suis bien persuadé que c'est elles qui feront bouger les choses. Et voilà, il me faut de l'hébergement d'urgence, même si M. Chassignet pense qu'il faudra un logement supérieur. Moi, je dis pour tous ces gens-là, pour les gens qui sont à la rue, parce que je ne fais pas de différence entre les SDF et les migrants, il faut de l'hébergement d'urgence. On a besoin de solidarité et on a besoin d'argent. C'est clair, il va falloir trouver des gens qui nous donnent de l'argent. Voilà. Merci, Monsieur Kremer. Et alors, Monsieur Soukaros, comment se traduit concrètement cette envie de la ville de Dijon exprimée, de Besançon, pardon. Aïe, 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 aïe. Ouh là là. Non, on n'entendra pas rigueur. Allez, elle a tenu 4 heures sur la boulette. Comment ça se traduit concrètement en action auprès du CCAS, avec le CCAS? Je pense que la meilleure réponse, elle est incarnée. Tout à l'heure, je parlais des partenaires du CCAS, mais le CCAS, c'est aussi des équipes. On a beaucoup parlé des travailleurs sociaux. Ce sont plus que des travailleurs sociaux, puisqu'on a différents métiers qui sont présents au niveau du CCAS. Et je dirais que la meilleure réponse, elle est apportée par le repérage. C'est quelque chose qui a été évoqué au cours de ces échanges. C'est l'orientation. C'est comment on facilite aussi l'accès à certains dispositifs. On a parlé aussi beaucoup de simplification. Et quelque part, le rôle des équipes du CCAS, quand on dit incarner, c'est aussi incarner cette simplification à visage humain. On a beaucoup parlé, je fais référence aux échanges qu'on a pu avoir avec le monde associatif ce matin. Cette dimension humaine, elle est primordiale. Et la crise sanitaire nous l'a encore démontré. Et sur le logement, c'est la même chose. Accompagner vers le logement, c'est l'accompagner de manière humaine. Et ce que font au quotidien les équipes du CCAS. Voilà. Et finalement, sur toutes les facettes, encore une fois, de la dimension et des dimensions du logement. Alors, tandis qu'on commence à entendre les verres teintés, cette journée, M. Soukaros, s'inscrit aussi dans une démarche de démocratie participative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ah oui, cette journée a revêtu un caractère inédit puisque pour la première fois, nous avons donc mobilisé une nouvelle plateforme de démocratie participative qui s'est mise en place au niveau de la ville pour susciter, inviter les contributions individuelles en matière de logement. Et c'est ainsi que nous avons pu recueillir un certain nombre d'initiatives, de propositions. Et c'est là que je me lève avec mon petit sac. Et nous arrivons à l'instant du tirage au sort, puisque à partir de toutes ces propositions qui ont été déposées sur cette plateforme citoyenne, les ateliers citoyens.fr sur Besançon, et ben voilà, nous allons récompenser, tirer au sort 3 de ces propositions vers vous. Qui seront chacune récompensées d'un prix de 200 € pour des travaux éventuellement d'aménagement, de logement en particulier. Alors Madame Vanlin, vous devez tirer 3 papiers s'il vous plaît, et vous allez les signer. Voilà. Ce sera votre validation. Voilà, toc, comme ça tout le monde est témoin, vous êtes tous les huissiers du jour. Voilà. Pour prouver que... Un premier. Alors, on ne donne pas les noms, c'est parce que c'est souvent des pseudos sur Internet, des choses comme ça. Donc, Bisontin 25, on s'est dit que voilà, ça ne parlerait pas peut-être à grand monde. Hein, si... Et voilà. Donc, merci Madame Vanlin, les trois gagnants, voilà, qui seront donc prévenus. Voilà, contactés dès demain pour pouvoir recevoir ces prix. Mais on a été marqué par la vraie diversité de propositions, aussi bien en matière d'aménagement inclusif, par rapport à l'âge, par rapport au handicap, que des propositions aussi tournant, je dirais, vers le service, le vivre ensemble, quand on est particulier, qu'on vit dans un ensemble, par exemple, d'appartements. Alors, il y a d'autres prix à remettre pour clôturer cette journée. C'est comme chaque année le prix de l'innovation sociale du CCAS avec 3 associations qui ont été récompensées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de ce prix ?
Alors, effectivement, nous avons lancé, c'est la 3e édition de ce forum d'innovation sociale, là un appel à projet auprès des associations, des structures qui sont sur Besançon. Et l'idée, c'était vraiment de récompenser des projets innovants qui touchent, là encore une fois, l'ensemble des facettes je dirais, du logement que nous avons pu partager cet après-midi. Et donc, ces 3 prix qui vont être remis maintenant par le CCAS pour récompenser ces initiatives